Epsito, Yeah, ça fait plaisir de te voir. moi aussi. Merci, bienvenue sur Breakers. Merci de nous accorder cette interview. Ouais. On va parler évidemment de ton album qui sort le 31 mars, La Grande Désillusion, qui est ton premier album. L'idée, ça va être également de revenir sur ton rapport au hip-hop, à la culture, etc., qui est quelque chose que tu as toujours beaucoup revendiqué dans ta musique. Première question déjà, est-ce que tu as la pression? Moi, je me demande, tu vois, c'est ton premier album, tu sais que t'es très attendu déjà par les fans, mais aussi, je pense, un petit peu, qu'on le veuille ou non, par les rappeurs, tu vois, par le rap, entre guillemets. Est-ce que tu as la pression? Déjà, merci pour l'invitation. Ça fait toujours plaisir. Toujours un réel plaisir de te parler. Tant plus qu'on a bossé ensemble déjà, euh, dans un passé très très proche. Pas si lointain que ça. Exactement. Euh, ouais, est-ce que j'ai la pression? Ouais, je crois que j'ai un peu la pression. C'est-à-dire que euh, aujourd'hui, le rap, c'est ce que je fais de ma vie, tu vois. Et quand tu sors un projet de rap, effectivement, je pense que tu le fais avec beaucoup d'attente, tu appréhendes plein de trucs. Et cet album, c'est mon premier album. C'est la première chose que les gens vont voir quand ils vont taper Benjamin Epps sur Internet. Et donc, oui, c'est vrai qu'il y a clairement une pression, mais comme j'aime à le dire, ici, on sourit sous la pression, on ne stresse pas, tu vois. Donc, j'essaie de rester serein et, euh, et j'attends de voir. Je suis impatient que les gens écoutent et qu'ils partagent la musique, quoi. Les trois, parce que donc jusqu'à présent, tu avais sorti tes trois précédents EP là, dont un avec le chroniqueur Sale qu'on salue évidemment. Euh, Ces trois EP-là, vis-à-vis de l'album, quand tu le mets en perspective de l'album, est-ce que ça représentait, alors peut-être pas d'égal au décès, mais comment est-ce que tu considères cet album-là vis-à-vis des trois EP, quoi? Comment est-ce que tu vois, quand tu parles de pression, est-ce que cette pression-là, tu l'avais également sur les trois EP? Ou est-ce que là, c'est vraiment, ok, Benjamin Epps, c'est ça, c'est La Grande Désillusion, c'est cet album-là? Comment est-ce que tu l'as et puis, bon, il y a plein de questions, mais comment est-ce que tu l'as travaillé aussi dans l'état d'esprit différemment Des EP? des EP? Ou pas différemment d'ailleurs. Ouais, je crois que le travail a été différent quand même. Les EP, c'était pour moi des cartes de visite. Tu vois, il y a plein de gens qui me connaissent pas. Avant de sortir l'album, on va aller les chercher, on va essayer d'avoir leur attention, tu vois. Et je crois que c'est ce qu'on a réussi à faire avec les EP. Euh, Là, pour l'album, le travail était vraiment différent. C'est-à-dire que je me suis mis dans une configuration où je voulais faire quelque chose de cohérent, du début à la fin, qui est une histoire, qui est un fil rouge, tu vois. Et autour d'un thème, moi, qui me tenait à cœur, donc la famille, les amis, mes gens qui sont partis, mes gens qui sont là, mais qui nous ont déçus, euh, l'industrie, tu vois. Cet album aborde plusieurs thèmes, quoi. Et je pense que ouais, je l'ai travaillé différemment. C'est un autre état d'esprit. Ok. Et c'est une question que je voulais aborder plus tard, mais là, t'en parles un petit peu. C'est quelque chose qui m'est cher et qui, je crois, t'est également très cher. C'est euh, la jeunesse, les enfants. Tu vois, t'avais déjà fait un morceau Dieu bénisse les enfants qui était un morceau qui était très surprenant alors à ce moment-là, en fait, tu vois. T'es arrivé après avec Kennedy en 2005 avec un truc très égo-trippé, très rap, très référencé, tout ça. Et t'arrives avec ce morceau où on se dit aussi, ah ouais, d'accord, Benjamin Epps, c'est pas que du rap pur et dur. Il est capable aussi, tu vois, d'aborder des thèmes aussi importants et que ça. Donc, il y a également ta parentalité qui est rentrée en jeu. C'est un thème qui t'est très cher. Pourquoi est-ce que pourquoi ça t'est cher? C'est un peu une question bateau, mais surtout, est-ce que tu te sens investi entre guillemets d'une mission, euh, peut-être pas envers la jeunesse, mais en tout cas dans ce que tu as envie d'apporter en tant que rappeur, mais surtout en tant qu'être humain,
Comme message, est-ce que tu ressens ce besoin de dire quelque chose à la jeunesse, aux enfants et même d'ailleurs peut-être plus aux parents et aux adultes qu'aux enfants, quoi? Bah, je crois que ta dernière phrase résume parfaitement ma pensée, tu vois. Ma musique ne vise pas nécessairement un public où je n'essaie pas de m'ériger en exemple ou en donneur de leçons. Le but pour moi, surtout avec cet album, c'était de parler à tout le monde, tu vois. Comme avec les EP précédents, en fait. Mmh. Quand je vais à mes concerts, en général, il y a tous les âges, tu vois. Ça va des 2010 euh, à des 2000, à des 90, à des 80, à des 70. Donc, il y a toutes les générations. Et j'essaie de parler à toutes les générations. Le morceau Dieu bénisse les enfants, qui était sur le deuxième EP, en collab avec le chroniqueur Sal, c'était ouais, c'était une période où moi-même, j'attendais un gosse, tu vois. Et, euh, et j'ai des neveux et nièces, et tu vois, moi, ça fait un moment que je vis ici maintenant, et j'ai pas toujours l'occasion de les voir, de discuter avec eux. C'était un morceau un peu empreint de nostalgie, tu vois. Mmh. Euh, mais voilà, est-ce que je me sens investi d'une mission? Absolument pas. Je pense que mon but ultime, c'est d'inspirer les gens, tu vois. Comme moi, j'ai été inspiré par ceux qui sont venus avant moi. Ouais. Tu vois, mon but ultime, c'est vraiment d'inspirer les gens, que les gens écoutent la musique et qu'ils se disent euh, cette musique me parle, ce mec-là me parle, et j'ai envie d'aller plus loin, de pousser la réflexion un peu plus loin, quoi, tu OK. Et ça, bon, ça fait partie de toi en tant qu'être humain et donc forcément en tant que rappeur. Tu as l'impression aussi, et ça va rejoindre un peu la partie que j'ai envie d'aborder après par rapport à la culture hip-hop, etc. Mais tu as l'impression que aujourd'hui, il y a ce qu'on donne ce qu'on donne à la jeunesse, c'est pas quelque chose c'est pas des éléments inspirants, c'est pas des éléments d'inspiration qui leur permettent de s'élever, etc. vois. Bon, je dirais qu'il y a un peu de tout en vérité. Ouais. Tu vois, le rap, après si tu parles de la vie en général, on peut disserter des heures et des heures là-dessus, mais le rap, ça a toujours été comme ça, tu vois. Il y a toujours eu euh, plein de courants, plein de mouvements. Aujourd'hui, c'est clair que le courant dominant, c'est pas forcément le, le rap entre guillemets, des lyricistes, tu Mhm. vois. Mais je pense que finalement, tout le monde a sa place, tu vois. Tout le monde a sa place et les jeunes sont attirés par plein de musique. C'est-à-dire que tu serais étonné de voir, et j'étais à un concert de The Far Side, Ouais. et tu serais étonné de voir le The Far Side a aussi un public de 20 ans, quoi. Ah ouais, c'est vrai. Donc ouais, totalement. C'était où? C'était sur Paris? C'était sur Paris, au New Morning. Ok. Tu vois, big up à mon gars Steph d'ailleurs, qui m'a fait la connecter avec le groupe The Far Side, tu vois. Ah lourd. Et ouais, donc je pense que les jeunes aujourd'hui, ils écoutent de tout, tu vois. Et pour rebondir sur la question d'avant, je pense pas qu'il y ait une mission quelconque. Je pense que les gens sont libres d'écouter ce qu'ils veulent. Et comme finalement la musique, c'est une boucle, peut-être qu'on reviendra à quelque chose d'un peu plus écrit, un peu plus abouti et un peu moins festif. Mais la fête, ça a toujours existé dans le rap. Ouais, bien sûr. Et je pense que c'est parti pour durer encore, tu vois. Mais c'est vrai que tu as employé un mot quand même là, juste avant, de lyriciste, qui en effet, comme tu as dit, c'est moins dans le rap dominant, mais ça existe encore évidemment toujours, voilà. Est-ce que toi, Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit que les lyricistes, ce sont pas les plus exposés, c'est pas ceux qui vendent le plus. Après, ils ont une autre économie, tu vois, ils ont une économie avec une fanbase beaucoup plus resserrée, mais très engagée. Ils font des concerts, ils tournent quand même, tu vois, c'est des gens qui vendent en physique, des gens qui se déplacent, etc. Est-ce que toi, déjà, premièrement, tu te revendiques un peu de cet héritage-là? Et surtout, est-ce que tu ambitionnes de faire partie de ce cercle-là? Ou alors tu as l'ambition de devenir populaire, mainstream, plus global, quoi? Alors, quand j'ai commencé la musique, le but, c'était pas d'être populaire, tu vois. Même quand j'ai fait le premier EP, pour moi,
L'idée, c'était de faire des démonstrations de rap, tu vois. Ouais, ouais. Et puis, les mois passent, les années passent et la réflexion évolue, tu vois, elle change. Tu vis de nouvelles expériences. Et moi, j'ai toujours pensé que pour faire de la musique, il fallait vivre des expériences, tu vois. Sinon, toutes les musiques se ressemblent. Et si tu fais la même musique en 2021 en 2023 qu'en 2021, que celle que tu as pu faire en 2021, c'est qu'il y a manifestement un problème, tu vois. Et, et je suis vraiment dans cette dynamique-là. Moi, effectivement, je suis plutôt... euh, j'essaie de pousser le stylo, tu vois. J'essaie d'écrire des trucs, j'essaie de faire des trucs un peu élaborés. Alors, est-ce que ça fait de moi un lyriciste? Je sais pas, mais en tout cas, c'est ce à quoi j'aspire, tu vois. Et effectivement, je vais pas me mettre dans une case, mais quand je dis nous, mais moi, par exemple, j'ai ma propre économie, tu vois. Je remplis mes concerts. euh, On peut parler de on l'Élysée-Montmartre. peut parler de l'Élysée-Montmartre que j'ai organisé tout seul. Enfin, pas tout seul, j'ai une équipe avec moi, mais tu vois, on l'a organisé. Ouais, exactement, on a produit nous-mêmes la date. Et ça a été un succès, on était sold out. On était sold out 1 ou 2 jours avant le show. C'est juste génial pour moi, tu vois. Et on vend des CD, on vend des vinyles, on vend du merch. J'ai créé ma marque Bellevue et on la vend très bien. Je le vois au concert, les fans viennent avec les goodies, avec les t-shirts de la marque Bellevue, tu vois. Donc, tu vois, pour moi, ça marche très bien. Et l'idée avec l'album, c'était justement de continuer sur cette lancée-là, à se dire que finalement, j'ai peut-être pas envie de refaire ce que j'ai déjà fait, essayer d'aller vers autre chose, mais toujours faire du Benjamin Epps, tu vois. Ouais, ouais, grave. Non, et puis surtout, je pense que les fans attendent ça, quoi. Tu Les vois, fans attendent ça. les gens qui suivent Ouais. Benjamin Epps attendent vraiment cet album. Et c'est vrai que là où c'est beau, et quand on parle d'économie pour chaque artiste, c'est que c'est quand même aujourd'hui, avec le rythme de sortie, c'est de plus en plus rare, entre guillemets, que des fans attendent vraiment fortement l'album de leur artiste dont qui se sont appropriés, qu'ils ont suivi pendant ces 2 dernières années, etc. Donc ça déjà, je pense que c'est une grande satisfaction en tant qu'artiste de savoir que tu as des gens qui sont là et qui te soutiennent, quoi. Et c'est vrai que la date à l'Élysée-Montmartre, qui était un concert incroyable, ça a aussi prouvé que c'est pas juste du soutien réseau, stream, etc., Non. mais que les gens se déplacent de toute la France pour venir à cette date Totalement, unique, quoi. totalement. Et c'est marrant que tu dises que les gens se déplacent de toute la France. Il y avait des gens qui venaient de Strasbourg, je crois, tu vois, de Strasbourg, de Rennes, pour le concert de l'Élysée-Montmartre. Ça veut dire qu'il y a des gens qui soutiennent vraiment, tu vois. Et Alors qu'en plus, tu as fait une tournée. alors qu'en plus, j'ai fait une tournée alors que je suis passé, tu vois, je suis passé par là, exactement, tu Tu es vois. passé les voir, mais ils reviennent, ils cherchent à être là, quoi. Exactement. Ça veut dire qu'on a créé quelque chose, tu vois, et je me dois de continuer, tu vois. Je me dois de leur donner le meilleur album possible. Alors, c'est mon premier album. Comme je disais, je pense que la marge de progression, elle est énorme, tu vois. Donc, j'ai encore du temps pour faire, entre guillemets, l'album du siècle. Est-ce que mon premier album, c'est l'album du siècle? Je le pense, tu vois, mais on verra bien. Et puis de toute façon, c'est le public qui le dira Exactement. à un moment. Exactement. Tu as toujours eu un rap très très référencé, que ce soit dans les prods, dans les flows, dans les paroles, dans les samples. Encore là, tu vois, tu viens de sortir Police à ma porte avec un sample d'Ice-T. C'est un peu la même question que celle de tout à l'heure. Donc, j'allais te demander s'il y avait une sorte de mission éducative là-dedans, mais ce à quoi tu as un peu répondu, donc c'est pas vraiment ça. Mais est-ce que tu te sens l'obligation aussi, est-ce que tu te sens dans la continuité d'une culture, de quelque chose de plus grand, entre guillemets, que uniquement toi, et que tu sens que t'as également... est-ce que c'est également une façon, c'est ton style évidemment qui t'est propre et c'est ta personnalité, mais est-ce que tu te sens, est-ce que c'est aussi une manière entre guillemets, de rendre à ceux qui t'ont apporté. C'est une façon de dire je vous oublie pas et c'est un peu ça qui m'a fait également et qui a fait que j'en suis là aujourd'hui, quoi.
Bah, je pense que pour moi de rapper, c'est déjà une façon de dire à mes pères, tu vois, que je n'oublie pas, que je suis là et que leur héritage se perpétue, tu vois. Hmm. Après, je ne me sens pas forcément un héritier de la culture, tu vois. Euh, je refuse de porter ce, ce poids-là, Ouais, tu ouais, vois. ouais. Tu verrais plus ça comme un poids Ouais, que... c'est vraiment un poids. Je veux dire, on fait du rap, donc on appartient à la culture, tu vois. Mais est-ce que je me considère comme un héritier ou comme quelqu'un qui veut euh, Perpétuer. perpétuer le mouvement? Non, c'est-à-dire que je n'y réfléchis pas, tu vois. La culture m'a inspiré, je vis dedans euh, et j'essaie juste de faire mes raps, tu vois. Et si ça contribue à perpétuer la culture, moi j'ai envie de te dire tant mieux, tu vois. Ça veut dire que je suis peut-être sur la bonne Sur la bonne voie. voie, ouais. Mais et voilà, l'idée pour moi, c'est d'être le meilleur, tu vois, de faire le meilleur album, c'est de faire les meilleurs collabs possibles. Et si ça peut participer à amener la culture, à tirer la culture vers le haut, Hmm. c'est tout bénef. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que ça, c'est aussi quelque chose qui est hyper important chez toi et qu'on a senti dès le départ, c'est que tu vis encore dans cette compétition saine euh, qu'on peut retrouver évidemment chez plein d'autres artistes, et puis, mais outre le fait que certains artistes chez lesquels cette compétition existe dans les paroles, toi tu incarnes aussi ce truc-là dès le départ. Et tu vois, ça me faisait penser aussi à des Booba qui disaient qu'à l'époque, quand ils débarquaient au studio de Génération et qu'ils se retrouvent avec Il, Cassidy, Pete Bacardi, etc., tu venais pour te battre, quoi. Mais pour te battre, tout le monde se tirait vers le haut dans cette volonté de faire un meilleur couplet que l'autre gars parce que tu savais que l'autre gars pouvait te mettre à l'amende directe, quoi. Et aujourd'hui, et alors à quoi l'imputer? Peut-être aux algorithmes, peut-être au rythme de sortie, peut-être à la numérisation de la musique qui rend le tout plus accessible et donc forcément un peu plus brouillon, confus. On sent moins cette volonté de se surpasser, à part chez toi, tu vois, chez des alphas, des trucs comme ça. Et est-ce que, est-ce que ce truc-là, c'est quelque chose ouais, enfin, j'imagine que tu le portes en toi, mais surtout c'est une revendication aussi de cette culture-là ou pas du tout? C'est possible. C'est possible que ce soit une revendication de la culture. En tout cas, comme je te disais avant, ouais, moi quand je rentre dans une pièce, tu vois, l'idée c'est que le mec en face, tu vois, il essaie d'être meilleur que moi et j'essaie d'être meilleur que lui, tu vois. Hmm. Et si on travaille ensemble et que tu n'essaies pas de sortir le meilleur de toi-même, C'est limite de l'irrespect, quoi. non, je n'irai pas jusque-là parce que ça dépend des motivations de chacun, tu vois. On Ouais. ne fait pas tous la musique pour les mêmes raisons. Euh, mais voilà, si tu bosses avec moi et que tu ne ressors pas le meilleur de toi-même, de tout ça, ouais, moi ça m'embête un peu, tu vois. Parce que je pense que on vit en plus à une époque où on a tout, tu vois. On a accès au studio, on a accès à plus de culture, on a accès aux livres, on a accès à l'éducation, tu vois. On a tout pour faire des trucs hyper aboutis, hyper Ouais, grave. structurés, tu vois. Après, c'est le choix des uns et des autres, tu vois. Moi, j'ai fait mes choix par rapport à ça et je ne regrette, euh, je ne regrette rien. Tu vois, j'ai juste envie de rapper. Si aujourd'hui je fais un featuring avec Lil Uzi Vert, je veux que Lil Uzi Vert soit le meilleur Lil Uzi Vert sur le Ouais, morceau, tu vois. ouais. Et que Benjamin Epps soit le meilleur Benjamin Epps. Après, euh, tu vois, il ne faut pas que les gens s'attendent à ce qu'il y ait toujours des trucs qui fassent waouh. Parce que la Mhm. musique, c'est pas juste waouh, tu vois, c'est pas juste impressionner les gens. La musique, c'est un esprit, tu vois. Et l'esprit, des fois, tu mets du temps Ouais. à t'en rendre compte. Et c'est aussi beaucoup de questions d'émotion, de mood. Tu vois, si ça se trouve, il y a des gens qui n'écoutent pas.
le punk parce que c'est des gens hyper calmes dans la vie et que c'est de la musique qui peut-être les agresse, tu vois. Ouais. Et il y a des gens qui n'écoutent pas je sais pas, le zouk ou le R&B parce qu'ils considèrent que c'est de la musique beaucoup trop douce et beaucoup trop, tu vois, parce que exactement, parce que dans la vie de tous les jours, c'est des gens qui adorent tout ce qui est rough, tu vois. Et, et voilà, la musique, c'est vraiment ça. Donc, tu vois, quand je construis mon album, je le construis dans un mood, parce que moi, je suis dans un, tu vois, parce que j'ai des émotions à ce moment-là, j'ai des expériences à ce moment-là, tu vois. Et quand les gens vont l'écouter, ceux qui sont dans un mood Kalachnikov, etc., peut-être qu'ils vont s'y retrouver. Ceux qui sont dans un mood Lovers, peut-être qu'ils vont s'y retrouver ou pas, tu vois. Mais voilà, le plus important, je pense, pour la culture, c'est qu'il y ait de tout, quoi, je pense. C'est qu'il y ait des gens qui soient virulents et d'autres qui fassent passer la musique, qui fassent passer les messages d'une autre façon, tu vois. Je pense vraiment que Gazo appartient à la culture et je pense que Danidan appartient à la culture aussi, quoi, tu vois. Donc, Chacun différemment, mais exactement. autant légitime pour en être, quoi. Exactement. Il y a également un sujet qui est très important, qui est prégnant dans ta musique et dans les thèmes que tu abordes, c'est ta naissance et ta jeunesse à Libreville, au Gabon, et qui est d'ailleurs un pays qui n'a pas donné beaucoup de rappeurs À l'international. à l'international. Alors, j'y connais évidemment pas grand-chose. Il y a probablement une scène locale très développée, tu nous le diras. Mais qui, en tout cas, à l'international, alors j'ai vu, il y a Ludacris, je crois, qui est gabonais. Ouais, c'est ça. Mais à l'international, il n'y a pas beaucoup de rappeurs. Et donc, je me demandais quel est l'accès à la culture là-bas. Et là, tu vois, l'accès à la culture hip-hop, si c'est une terre qui n'a pas été très porteuse d'artistes qui ont vraiment rayonné, comment est-ce que naît en toi, jeune Gabonais de Libreville, un attrait déjà pour cette culture et puis aussi le rêve de pouvoir un jour en vivre et en faire quelque chose de professionnel, quoi. Bah, ceux qui suivent un peu savent que je suis né dans une famille de rappeurs, quoi, en fait. Et moi, j'étais le dernier né. Enfin, je suis le dernier né. Et donc, naturellement, j'ai été fortement influencé par la culture musicale de mes frères, tu vois. Donc le rap, le hip-hop, le break, un peu moins de graphe. Tu vois, mes frères ont dansé, mais ils n'ont pas fait le graphe, par exemple. Et c'est comme ça que tu rentres dans le milieu. Mais le Gabon, c'est un grand pays de rap en Afrique francophone parce que la langue française, donc le rap français, jusqu'à une époque, c'était le rap le plus écouté à Libreville, tu vois. Tu as des artistes comme Princesse Agnès, par exemple, qui n'ont pas forcément eu une grande carrière en France, tu vois, mais qui sont connus, tu vois, et qui ont rempli des salles à Libreville, Bustaflex, déjà un peu plus connu et un peu plus mythique, tu vois. Booba, qui est passé par le Gabon, tu vois, 4 ou 5 fois, à chaque fois pour faire les promos de son album, tu vois. Donc c'est un pays qui compte, tu vois, c'est un pays qui compte dans la culture hip-hop en Afrique francophone. Et moi, voilà, je viens de ce background-là hip-hop et je pense que c'est ça qui m'a formé, qui m'a forgé tout simplement. C'est l'héritage que j'ai reçu de mes frères, quoi, tu vois. Et quand je suis arrivé en France, je me suis pas senti trop dépaysé, tu vois, parce que j'étais déjà un grand fan de rap français. Donc pour moi, je rentre dans un univers que je connais. Et c'est peut-être ça qui a facilité l'intégration, tu vois. Il y a des danseurs, ouais. Mon oncle, par exemple, grand danseur de hip-hop, tu vois, hip-hop des années 80.
grand fan de danse, ouais. Toi, t'as dansé? Non, moi, j'ai Non. pas dansé. J'ai jamais vraiment su danser, tu vois. Ok. J'ai essayé, mais j'ai jamais vraiment trouvé ma place, tu vois. Je voyais que ma place, à moi, c'était les lyrics, tu vois. Ouais, Je me sentais, ouais, je me sentais plus à l'aise avec les mots qu'avec les mouvements du corps. D'accord, ok. Et bah, tu vois là, donc au moment où l'interview sera publiée, tu l'auras déjà fait, mais dans quelques jours, tu fais un concert au Grand Control, je crois, Exactement. au moment d'un event de break. Exactement, un event de break. On fait ce qu'on appelle, ce que j'appelle la première édition du Bellevue Experience. C'est-à-dire Ah. que je vais présenter la marque Bellevue Ok. à plein de gens. Il y aura de la musique, il y aura de la danse, il y aura une petite exposition hip-hop aussi. Ok. Et pour couronner le tout, il y aura un mini concert de Benjamin Epps, quoi, tu Ok. vois. Et donc, pour moi, ce sera l'occasion de communier un peu avec les fans que j'ai pas beaucoup revus depuis l'Élysée-Montmartre. Tu t'es retrouvé il y a quelques mois à LA, je crois que c'était à LA pour le BET. C'était Atlanta. C'était Atlanta, pardon, Mhm. pour le BET où tu as remporté le Best International Flow. Félicitations encore une fois. Merci. Consécration évidemment, déjà consécration, mais en plus j'imagine de te retrouver dans cette salle avec tous les mecs que t'écoutais gamin. S'il y en avait un que t'avais dû aller au culot voir pour lui demander de poser sur un son, ça aurait été lequel? De dire je l'attente, je suis là, je l'attente. Mais il y avait la crème de la crème. Tu vois, il y avait Noriega, il y avait T.I., il y avait Jeezy, il y avait Kodak. Genre, Kodak est passé à côté de moi. Un petit gars comme ça, tu vois. Il ressemble à un Renoir que j'aurais pu croiser à Châtelet, tu vois. C'était n'importe quoi. Ouais, je sais pas. Franchement, je sais pas. J'étais au milieu de mes... Ouais, vraiment spectateur au milieu de des gens que j'apprécie, des gens que j'écoute. Et ça, ça n'a pas de prix, tu vois. Au-delà du prix que je chéris, bien évidemment, tu vois, il y a cette expérience-là. Ouais. Juste le fait d'être reconnu, tu vois, à ce stade-là. C'est-à-dire que j'ai été reconnu par la plus haute distinction de hip-hop aux États-Unis, tu vois. Parce qu'après, les Grammys, c'est beaucoup plus général, tu vois. Et là, là, j'étais reconnu par mes pairs, tu vois. Et donc, c'est le message que moi, ça m'a envoyé, en tout cas, c'est tu es sur la bonne voie, ne te repose pas sur tout ça et continue de travailler, essaie d'aller chercher autre chose, essaie d'aller plus loin, tu vois. Pousse ton truc, tu vois. Et ça va payer. Et T'as eu un sentiment d'appartenance à ce moment-là? T'as eu un sentiment de ok, je fais partie de cette famille-là? mais totalement. Ouais. J'étais assis à côté de Jay Herbo, je sais pas si ça vous parle. C'est un jeune rappeur de Chicago. Ok. Et on discutait, tu vois, comme si on était des copains, tu vois. Il me disait, ouais, la France, c'est comment? Je disais, la France, c'est compliqué, mais l'industrie du disque fonctionne bien pour le rap, tu vois. Il y a des mecs qui font des chiffres que les mecs d'ici font. Donc, et aussi l'économie est en train de se développer. Derrière moi, il y avait Trick Daddy. Plus loin, il y avait T.I., à qui j'ai serré la main. J'ai connecté avec Joey Badass, tu vois. Qui t'a suivi sur Il m'a Instagram? suivi sur Instagram. Il est arrivé à Paris, il m'a appelé. Parce qu'évidemment, on a échangé, tu vois. Il est arrivé à Paris, il m'a appelé. Il m'a dit qu'il faisait son concert. Déjà à Atlanta, il m'a dit, je fais mon concert à Paris. Viens, mec, ce serait génial. J'ai dit, ah, ouais, bien sûr, je suis là, évidemment. Et quand il est arrivé, il m'a dit qu'il était là. Il m'a dit touchdown, tu vois, il est là. Et on s'est vu après le concert. On passait un peu de temps dans les backstage à discuter de la musique, de la vie. C'était simple, quoi. Ouais. Et tu vois, finalement, c'est des gens simples, tu vois. Et ouais, je me suis senti appartenir à quelque chose. Et s'il y a un mec avec qui j'étais au BET, vers qui je serais allé pour proposer quelque chose, je sais pas, je te dirais tout bêtement comme ça,
Je te dirais, je sais pas, franchement, Fat Joe peut-être. Ouais. Ouais. Fat Joe, ça commence à devenir. C'est le haut du panier. Ouais, c'était déjà le haut du panier il y a 10 ans, tu vois, mais aujourd'hui, c'est vraiment quelqu'un de très, très important pour la culture, tu vois. Ma dernière question, et ça c'est un peu une réminiscence de mon passé de journaliste, je finissais toujours mes interviews comme ça. Tu te vois où dans 10 ans? Alors, je ne pense jamais vraiment à l'avenir, en fait. Ok. Je suis arrivé à cette conclusion-là récemment. Avant, je me disais, ouais, dans 10 ans, je me vois faire ci, faire ça. Et tu vois, comme quoi les jours passent et les réflexions changent. Je suis- la conclusion à laquelle je suis arrivé récemment, c'est que finalement, euh, si je veux construire l'avenir, je dois m'y prendre maintenant. Et si je fais les choses bien maintenant, dans 10 ans, peut-être que je sais même pas où je serai, mais peut-être que ça dépassera toutes mes espérances, tu vois. Et donc, moi, l'idée là, maintenant, pour être un homme bien, toujours droit dans ses bottes, faire les choses bien dans 10 ans, parce que c'est quand même ça un peu le but, tu vois, c'est de faire les choses bien maintenant. Je ne sais absolument pas où je serai dans 10 ans, mais si ça se trouve, je serai, je sais pas, producteur, manager, en prison, Au Grammy, au Grammy, aux Oscars? aux Oscars, tu vois, au César, parce qu'on est en France, on est quand même chez nous, tu vois, il faut donner l'importance à nos choses, au César, aux Flammes, peut-être que je serai genre Ouais, patron des Flammes, je sais au pas, Ritz, au Ritz, je sais pas, en train de manger avec Bolloré. peut-être pas, non, Peut-être pas à ce peut-être point-là pas, quand même. non, non, peut-être pas, mais voilà, si vraiment tu veux une réponse dans 10 ans, j'aimerais être encore vivant. Parce que la vie, c'est hyper important, il faut vivre, tu vois. J'aimerais voir mes proches réussir des trucs, mais voilà, c'est pour accomplir ça, il faut que je fasse les choses bien maintenant, tu vois. Sinon, c'est la grande désillusion. Merci beaucoup, avec notre ami. Exactement. Merci à Merci toi. Elcito, Merci. c'était super. Yeah.